Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, suite aux consignes distribuées par rapport à l'examen de mi-session, j'ai effectué ma recherche documentaire euh, sur le concept de l'empreinte écologique. Donc, je vais vous partager mon écran pour vous présenter mon support visuel. Donc, d'abord, j'ai commencé par délimiter et définir le concept. J'ai moi-même formulé une définition en regroupant, en mélangeant deux définitions que j'ai trouvées sur un site que je vais vous présenter là, à l'instant. Donc, je vais vous présenter mes sources, puis par la suite, je vais vous dire ma définition. Donc, sur ce site-là, pardon, qui est intitulé L'empreinte écologique, un outil développé par le Global Footprint Network qui permet de déterminer de mesurer la pression qu'exerce l'homme sur la nature. Donc, je trouvais que c'était un beau petit résumé de ce qui était en fait l'empreinte écologique. Et deuxièmement, j'ai délimité le concept à l'aide du site de Statistique Canada, dont c'était un article là, qui s'appelait L'empreinte écologique, revue littéraire et analyse critique. Je vais vous présenter la délimitation par la suite. Donc, voici ma définition. Elle va comme suit. L'empreinte écologique est ce qui mesure la superficie de terre ou d'eau productive qu'un individu, un pays, une région ou l'humanité utilise pour produire les ressources qu'elle consomme et pour absorber les déchets qu'elle dégénère. J'ai mis en gras trois mots clés, selon moi, qui étaient importants. Donc, premièrement, on a le mot mesure. Pourquoi? Parce que l'empreinte écologique, je voulais qu'on comprenne que c'est un outil de mesure. Donc, c'était quelque chose qui allait quantifier là, quelque chose par la suite. Ensuite, on a consomme et on a déchets. Donc, ça prend en compte ce qu'on consomme et les déchets qu'on va rejeter. Puis, c'est la manière dont la Terre va gérer tout ça. Donc, combien nous, on aurait besoin. Des fois, c'est mesuré en hectares. Là. Quand on fait le test sur le site du Global Footprint Network, c'est mesuré en terres. Donc, souvent, c'est combien de terre on aurait besoin pour consommer par rapport à ce qui est disponible ou en hectares, peu importe. Au niveau des limites, il faut comprendre que l'empreinte écologique va se limiter à la partie qui est régénérative et biologique de l'écosystème, bien entendu, et qu'elle tient seulement en compte le capital naturel. Donc, on ne parle pas ici d'économie, on ne parle pas de capital financier, on parle de capital naturel. C'est pour cette raison-là que, puisque ça tient seulement en compte une sorte de capital, ça ne peut pas refléter l'état de durabilité d'une société de façon globale. J'ai bien aimé la phrase qui était utilisée dans le travail de Statistique Canada ici. Ça disait, à vrai dire, l'empreinte écologique ne cadre pas avec l'approche économique traditionnelle axée sur l'optimisation du bien-être et l'optimisation des externalités environnementales. Ça montre vraiment que l'empreinte écologique, c'est seulement une question, là, comme je viens de le dire justement, de ressources naturelles. Deuxièmement, au niveau de la déclinaison du concept, je me suis inspirée grandement du site que vous avez mis sur Moodle, donc le Global Footprint Network. Euh, dans le fond, j'ai décliné le concept en 5 dimensions, puis ensuite, j'ai défini des indicateurs pour chacune de ces dimensions-là. Premièrement, on a la dimension de l'alimentation, ensuite le logement, troisièmement, les déplacements, quatrièmement, notre consommation versus notre production de déchets, et cinquièmement, nos activités et nos loisirs. Pourquoi j'ai choisi de le décliner en 5 dimensions? Bien, premièrement, il faut comprendre que moi, je l'ai vu d'un œil d'une personne. Donc, je l'ai pris comme si on mesurait l'empreinte écologique d'une personne. C'est certain que si on choisissait de mesurer celle d'un pays ou d'une région, ce serait différent parce que, comme j'ai mentionné dans ma définition, c'est possible de le faire. Donc, au niveau de l'alimentation, on va vérifier, ça va être mesurable, là, donc j'ai choisi des indicateurs qui sont mesurables, qui sont vérifiables. Donc, ça va être important de regarder la consommation de protéines animales. Donc, est-ce que la personne consomme oui ou non des protéines animales et à quelle fréquence. Ensuite, la consommation d'ingrédients transformés, emballés et produits à l'étranger ou au contraire, des ingrédients qui sont moins transformés, moins emballés, qui sont produits localement. Euh, on a aussi la consommation de produits de saison, des produits frais. Deuxièmement, au niveau du logement, on aurait le type d'habitation, le mode de construction, donc les matériaux utilisés lors de la construction, la grandeur du domicile, le nombre de personnes. Donc, la grandeur du domicile, ça va en lien par rapport au nombre de personnes qui habitent à l'intérieur. Gestion efficacité énergétique, donc système de chauffage, électricité, etc.
et si la personne ou les personnes ont des résidences secondaires. Au niveau des déplacements, on va prendre en compte le moyen principal de transport utilisé. Donc, est-ce que c'est la voiture? Est-ce que c'est l'autobus? Est-ce que c'est le tramway, le métro, etc. Le nombre de kilomètres parcourus dans une semaine. Le nombre de véhicules ou le type de véhicule. Donc, si par exemple, on a une voiture, on a combien de voitures? Est-ce que c'est une voiture à essence, hybride, électrique, etc. L'utilisation du covoiturage et du transport en commun, comme j'ai mentionné au départ. Puis aussi, j'ai inclus là-dedans là, les voyages, donc à quelle fréquence on va prendre l'avion, par exemple. Le nombre de kilométrages d'avion qu'on va faire par année. En D, donc au niveau de la consommation puis de la production de déchets, est-ce qu'on consomme des matières qui sont généralement recyclables? Est-ce qu'on porte une attention au recyclage? Est-ce qu'on composte? C'est quoi notre niveau de consommation? Est-ce qu'on est quelqu'un qui consomme beaucoup de vrac, par exemple, qui consomme beaucoup de choses emballées, de matières recyclables ou non? Donc, c'est toutes des choses qu'on va regarder. Et finalement, au niveau des activités et des loisirs, donc, est-ce que nos activités et nos loisirs quotidiens ont des impacts environnementaux? Donc, est-ce que, par exemple, on pratique la chasse, la pêche? Est-ce qu'on déforeste des terres? Est-ce qu'on, justement, on bûche du bois? Toutes des activités, comme c'est seulement des exemples, mais il y en a plusieurs. Est-ce que nos activités demandent beaucoup de déplacements? Donc, est-ce que, je ne sais pas, moi, on pratique la chasse puis on doit se rendre dans un endroit qui est plutôt loin, qu'on prend la voiture durant de longues heures ou l'avion même? Notre matériel, donc ce qu'on a besoin pour pratiquer l'activité, puis l'espace qui est nécessaire, évidemment. Finalement, au niveau des variables, donc pour trouver les variables indépendantes qui influençaient le concept, j'ai utilisé deux. Donc, c'est un texte que j'ai trouvé qui parlait, oui, de l'empreinte écologique, mais aussi de consommation, parce que justement, l'empreinte écologique a un lien étroit avec la consommation. Donc, si je peux vous présenter, premier texte, on parlait de la consommation durable. Je trouvais que les variables appliquées pouvaient s'appliquer là, justement à l'empreinte écologique, puisque c'est des sujets qui ont un lien étroit. Donc, on parlait d'âge, de revenus, de genre, de localisation, de dynamique sociale, etc. Puis, dans l'autre texte qui était vraiment axé, là, lui, sur l'empreinte écologique, on parlait aussi de pays développés et de pays en développement. Donc, c'est pour ça que j'ai tiré comme conclusion là, ces variables ici. Donc, premièrement, j'ai la richesse du lieu de résidence. Ça va avec le pays développé, pays en développement. On dit que généralement, les pays développés ont une plus grande empreinte écologique. Les habitants des pays développés ont une plus grande empreinte écologique que ceux des pays en développement. On a aussi le revenu, on a l'âge, on a le sexe, le statut matrimonial, donc célibataire, marié, etc. Et le niveau d'éducation. Donc, c'est toutes des variables qui vont venir influencer là, ce concept-là. C'est ce qui fait le tour de ma recherche documentaire. J'espère que c'était clair et concis et je vous souhaite une bonne fin de journée.